à l'heure, vous m'avez dit que je suis parti du SAMU social. Je vais quand même vous en dire un mot, je suis encore longtemps. Oui. SAMU social, parce que vous avez dit que je suis un urgentiste. J'ai monté le SAMU sur le modèle du SAMU médical. La Providence a voulu que je commence ma profession comme urgentiste. Au moment où naissait le SAMU maintenant, ça paraît tout naturel. Quelqu'un s'est renversé dans la rue. On appelle le SAMU, il est là dans les 8 minutes, c'est ça la moyenne, en France. Et c'est formidable. On le prend, on fait les gestes de sauvetage, de secourisme, de réanimation, et on l'amène à l'hôpital, il est déjà tout préparé. D'ailleurs, c'est une notion très cartésienne, très française, de dire il y a des étapes, il y a des stratégies. Donc on l'amène en réanimation. Et le SAMU, c'est un numéro d'appel, le 15, je vous le rappelle, une cellule de veille 24 sur 24, des équipes mobiles, des services de soins intensifs, la réanimation, enfin c'est tout ça, c'est un appareil très lourd, mais très cartésien, qui nous ressemble. Et il a fallu, je vous parlais d'un enfant que j'ai aimé pendant 23 ans, ça a été Médecins sans frontières, qui est sur le modèle un peu SAMU, c'est de porter hors de ces structures des commandos médicaux, en quelque sorte. C'est l'hôpital hors les murs. MSF, c'est ça le principe, la culture. Et 20 ans après, SAMU social, on fait la même chose. Et j'ai eu la chance d'être au gouvernement pour avoir un numéro d'appel, le 115, des équipes mobiles, maraude, les centres d'hébergement d'urgence. C'est une méthode de l'urgence, mais l'urgence, ça sert à aller d'un endroit à un autre, à une hiérarchie plus haute. Mais ce qui m'a empêché de continuer, ça a été l'idéologie de l'insertion ou réinsertion. L'urgence n'est pas l'insertion, c'est de sortir des gens. J'avais même un slogan, l'urgence, c'est ce qui permet de sortir de l'urgence, de la précarité, pour aller vers la hiérarchie du dessus. Mais on a tout confondu. L'urgence, l'insertion. On n'a pas de représentation, ni de la pauvreté, ni de l'exclusion. Et donc, au bout d'un moment, on a abandonné l'urgence. Quand on dit qu'on a pu donner les moyens, ben oui, l'idéologie, c'est le logement pour tous. Oui, mais avant le logement, il y a l'hébergement quand même. C'est mettre les gens à l'abri. Mais ça, on s'en rappelle quand il fait très froid. Comme si l'exclusion était météorologique. Donc, comme si c'était une crise. Mais non. Et donc, on ne s'est pas compris. À force, je me suis battu, puis après, je ne pouvais plus. J'étais seul. Avec cette vision, les gens n'avaient pas fait le SAMU, ils ne comprenaient pas l'urgence. Ni les institutions, ni les associations, ni et surtout les payeurs. Donc voilà, il a fallu partir. On parle le cœur gros. On parle le cœur gros, parce que je l'ai vu grandir, se complexifier, tout ça. Mais bon, il faut faire comme ça. Je suis un spécialisé départ. Je suis parti du SAMU quand il fallait. Je suis parti du MSF pour rentrer au gouvernement, 23 ans. Je suis parti du gouvernement, mais là, tu apportes comme tout le monde. Et il a fallu partir du SAMU social. C'est lourd. Puis après, il y a les mécanismes qui se mettent en route. Le deuil, la résilience, tout ça. Voilà pour ce qui m'est arrivé. Mais le combat continue. Il y a une forme d'exclusion à laquelle je ne m'attendais pas avec le SAMU social international. À travers le monde, il y a des pauvres parmi les pauvres. C'est les enfants des rues. Et notre développement fait qu'il y a des gens qui sont forcément dans la rue. Et en particulier dans la recomposition, dans les grandes transformations sociétales, eh bien, les enfants se retrouvent dans la rue. Alors ils ont aussi des modes de survie. Ils se mettent en petits groupes, enfin voilà, ils consomment des toxiques. Et là, il faut se battre, c'est la nuit. La journée, ils sont en train de mendier, de faire leur trafic, de voler. Mais c'est la nuit, il faut aller travailler auprès d'eux. C'est nouveau, c'est des grandes villes. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? On a abandonné définitivement les sociétés traditionnelles. On va tous vivre en ville périurbain. Et le grand phénomène, c'est
les mégapoles. On va vivre dans des mégapoles. On n'a pas encore les modes de nous approcher les uns des autres, les codes. Il y a des communautés, bien sûr, il y a des quartiers, sûr, mais c'est pas comme les sociétés traditionnelles où il y avait des rites, des rythmes, des retours, des saisons. Non, on est dans ce temps bizarre, indifférencié, mais surtout, on est séparés par l'abstraction du monde, par la vision déjà digérée de l'image. On est séparés les uns des autres par l'image. Les autres n'existent que si ils ont leur validité dans le miroir. Les actions, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'existe pas si on n'a pas été dans l'image. J'aurais vous parler de ce qui s'est passé, les pauvres, comment ils ont évolué. J'ai connu le père Joseph Brzezinski. C'était les pauvres des années 50. Ils venaient de la campagne, ils venaient d'Angers, c'était des gens qui n'avaient pas de culture et se regroupaient dans d'immenses bidonvilles, à Noisy-le-Grand en particulier. Et là, il y avait un gars, un prêtre, qui lui avait connu la dèche, la misère, et disait, écoutez, la charité, genre, votre charité, moi je veux que les gens soient debout, respect. Il disait, je veux que les gens du bidonville, un jour, ils franchissent les marches du Palais de l'Élysée, ils franchissent, ils rentrent par la grande porte à l'ONU, ils aillent chez le pape en rentrant au Vatican. Je veux que les gens dont je m'occupe, ces pauvres-là, aient assez de vigueur et de légitimité au monde pour pouvoir être représentatifs, pour avoir des hommes. À l'époque, ça ne se fait plus, mais il y avait des assistantes sociales pour leurs biens, qui leur piquaient leurs enfants, pour les mettre à l'abri parce qu'ils n'avaient pas les moyens économiques. C'est des pauvres qui n'avaient pas les moyens économiques d'élever leurs enfants. Vous voyez la déviation. Et lui résistait. C'est lui qui a fondé cette révolte silencieuse de la dignité qui s'appelle ATD 40, aide à toute détresse. Il a inventé le terme de 40. C'était des battants. Lui, il savait ce que c'était. Ces pauvres, ces combats, il ne voulait pas. C'était pas de l'économie. Il voulait leur apprendre la dignité. Il voulait apprendre l'éducation. Il voulait leur apprendre à être des êtres humains, des semblables. C'était ça, pour lui, le combat contre la pauvreté. Il tenait de l'être, il vivait sur place. C'était pas ses œuvres du samedi soir. Donc voilà, c'est des exemples de combat. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? On ne reviendra pas en arrière, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut se battre, chacun pour soi, à son niveau, sans chercher à passer la télé, pour son propre compte, pour aller à la rencontre de l'autre. Je vais vous donner l'exemple qui m'a le plus choqué, vous allez le comprendre. C'est une parabole moderne. Vous passez dans la rue, vous voyez un clochard, un jeune, il est le long du mur, il a bu, il a affalé sur le trottoir. Vous passez, vous avez le cœur tordu, vous dites qu'est-ce que je peux faire pour ce mec-là? Évidemment, ça fait de la peine. Je peux rien faire. Tout un système. Bon, vous passez, le gars se lève, pendant que vous allez le retourner, il fait quelques pas, descend du trottoir, il y a une voiture qui arrive, poum, elle l'écrase, il y a du sang partout. À ce moment-là, tout le monde sait quoi faire. Et on se précipite, enrayer l'hémorragie, appeler le 17, le 18, le 15, que c'est, on fait les premiers gestes, surtout touchez pas le cou, parce que, etc. Chacun sait. Quand l'homme est un organisme, on sait quoi faire. Quand l'homme est un homme, on ne sait pas quoi faire. Donc si vous voulez, on est cette curieuse époque. Et c'est ça notre pauvreté. Pauvreté économique, on l'a compris que comme ça. On n'a pas compris les pauvretés, les représentations symboliques, les liens qu'on peut avoir. C'est assez bouleversant. La pauvreté, c'est la solitude et l'abandon. Il y a quelques mots que je veux vous dire parce qu'il faut. Je suis dans les temps. Tu m'accroches au micro. Et voilà, ma vie, ça a été donc de comprendre ce que ça voulait dire, la pauvreté. On ne peut plus les voir. Où ils sont passés. C'est tellement simple.
quand à la campagne, dans nos campagnes, au XIXe siècle, quand la récolte avait été mauvaise, quand la ferme avait brûlé, mais les gens prenaient la route parce qu'il n'y a pas d'assistance. Ils prenaient tellement la route, ils se joignaient aux gens du cirque, ils se joignaient aussi aux bandits de la route, et ils envahissaient les villages. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le délit de vagabondage, d'immendicité. On avait peur de ces gens. Il n'y avait rien à perdre. Ils appelaient les gens sans aveu. Sans aveu parce que ils n'avaient pas le serment qu'ils avaient fait à leur père sur le lit de mort. C'était des gens pas valables. Ils étaient liés par rien du tout. Et on a eu peur, et c'était ces grands pauvres qui s'employaient dans les usines, qui râlaient aussi parce que personne ne venait à leur secours. Et au XIXe siècle, on appelait les classes dangereuses. Et donc, on a eu peur des pauvres. Et encore, quand j'ai commencé à travailler à Nanterre, les clochards étaient ramassés par des forces de police. C'est aussi ce que je veux dire un peu solennellement. Si on ne s'occupe pas des gens pauvres à l'abandon, c'est la police qui va s'en charger. Pour eux et pour nous. C'est-à-dire que ça sera l'ordre qui aura le dernier mot. Il vaut mieux y aller volontairement, si je veux dire. C'est un devoir de citoyen, c'est un devoir de cœur. Donc, tout le monde se plaint des centres d'hébergement, ils ne sont pas humains. Au début du siècle, au XIXe siècle, les gens, comment ils faisaient pour dormir? Ils s'asseyaient sur des bancs, on tendait une corde à travers la pièce, et ils pouvaient dormir assis, la tête comme ça. C'était ça l'accueil. Donc ça a changé, on accueille mieux, mais on s'intéresse peut-être au groupe. Mais la pauvreté, c'est individuel. C'est mon voisin. Je ne peux pas sauver le monde, mais je peux regarder ce qui se passe dans ma rue, au coin de la rue. Je vois aussi la bonne boulangère qui elle finit sa première fournée, elle voit un bourgade à la porte, elle lui apporte un croissant tout chaud. Tous les matins, son bon geste. Mais ça n'a pas échappé au mec qui passait à côté. Il dit ouais, bien. Et la fille qui a fait un bon geste, il y a 3 clochards devant la rue qui campent, elle appelle la police et débarque. Donc, on évolue dans une zone moyenne de bon sens. Son cœur, son bon sens aussi. Voilà, c'est toujours sur le fil rouge. La corde raide. Les autres m'intéressent, c'est moi qui suis là. J'y pensais quand j'étais un jeune médecin réanimateur. Je voyais des cow-boys qui mettaient des scopes, des sondes et tout ça, j'en faisais partie. Jusqu'à ce que je me disais, mais un jour, ça sera moi qui serai dans ce lit-là, et il y aura un Rambo tout autour de moi. Et les rôles peuvent s'inverser. Il faut toujours y penser. Merci. Donc, vous nous avez fait ce petit tour, enfin ce grand tour de la pauvreté, en donnant tous les nouveaux mots, mais toujours pour un peu le même fait. Maintenant, vous allez avoir, vous tous, un petit quart d'heure, des petits papiers, et puis je pense que Claude a des choses aussi. Des livres. Voilà, il y a des livres de Xavier Emmanueli qui sont là en vente. La grande exclusion, L'homme en état d'urgence, et puis peut-être un des petits derniers, Au seuil de l'éternité. C'est assez émouvant parce que ça reprend un peu toute votre expérience. Voilà. La table de presse est là.